Bonsoir et bienvenue à vous dans votre émission Les Experts sur Télécréole. C'est donc l'émission où vous pouvez poser des questions juridiques si vous avez donc des problèmes à résoudre. Nos avocats sont là pour répondre à vos questions. Donc nous avons ce soir Maître Léopoldine Setama. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va, merci. Ah, c'est ce qu'il faut. Et avec nous également Maître Jean-Jacques Morel. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça va très bien, ok, super. Alors, est-ce que vous avez eu des dégâts des eaux dans cette période de tempête avec Aliba qui est passée parmi nous? Bah oui, Aliba a été vraiment méchante, hein, parce que bon, je crois qu'elle n'a pas trop aimé les Réunionnais, puisque même moi qui pensais être épargnée par les catastrophes naturelles, eh bien ma foi, j'ai eu des inondations dans la maison. Donc, dans la maison? Dans la maison, hein, donc il y a eu des problèmes d'étanchéité. Bon, c'est normal aussi, hein, je veux dire, tout le monde a des difficultés dans cette occasion-là. C'est normal qu'on ne soit pas épargné, hein, donc, mais j'ai des problèmes. Tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde Les est concerné. bureaux, les Ah bah maisons, oui, les cases. Il y a tellement d'eau que oui, puis il y a les routes. ça coule un peu partout. Hein. Bah oui, bah oui. Mais en même temps, quand il n'y a pas d'eau, on crie. Quand il y a trop d'eau, Voilà. on crie. Le problème, c'est que la dame nature, elle est capricieuse. Hein, des fois, elle envoie trop d'un coup. Ah bah on est sur une île tropicale avec... Voilà. Avec ses bons et ses mauvais côtés. Et puis, c'est quand même... voilà, Bon, il y a de l'action, quoi. Il se passe des choses. Ah, donc, c'est une île intense. Voilà, l'île Voilà. intense, exactement. Voilà. Ben justement, on se demandait, parce qu'on a donc quelques auditeurs qui ont eu pas mal de dégâts des eaux, comment ça se passe dans ces cas-là avec le propriétaire? Quand on est locataire, qui est responsable en cas de dégâts des eaux? Alors, si on est locataire, il faut s'adresser à son propriétaire. Il faut aussi peut-être faire une déclaration à son assureur, Si on en a une. si on en a une. En principe, c'est obligatoire. Et le propriétaire lui-même, d'ailleurs, souvent, il est assuré et il peut faire une déclaration à son assureur. Ça, c'est sur le plan donc, des couvertures, voir si un assureur peut payer. Après, il faut avoir la preuve des fuites. Donc, on peut prendre des photos. Si le propriétaire ne répond pas, on peut lui faire une lettre recommandée. Si vraiment, il y a vraiment des dégâts importants, il faut faire un constat d'huissier. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de réponse au recommandé, engager une procédure, c'est-à-dire un référé, expertise, pour qu'un expert en bâtiment vienne sur place, regarde pourquoi ça coule, c'est la faute à qui, comment on fait pour réparer et combien ça coûte. Alors ça paraît simple de le dire, c'est vrai que les dégâts des eaux, c'est souvent galère dans les procédures parce qu'on ne sait pas bien d'où ça vient, les experts ils ne disent pas toujours exactement, clairement d'où le problème émane, et en attendant, vous êtes dans l'eau et ça prend du temps. Ah, mais c'est ça, oui. Voilà, donc et force est de constater qu'à La Réunion, il y a beaucoup de maisons qui coulent, beaucoup d'appartements qui prennent l'eau, des nacos qui fuient. Moi, au bureau, j'ai une fuite en ce moment. Voilà. Ah, mais c'est ça aussi. Mais la difficulté aussi, c'est que des fois, au niveau de la réalisation des travaux eux-mêmes, ils ne sont pas correctement faits. Alors, quand il fait beau, il n'y a pas de difficulté. En revanche, quand il se met à pleuvoir, c'est là qu'on s'aperçoit que les problèmes d'étanchéité, qui sont des problèmes récurrents et qu'on retrouve un petit peu partout, eh bien, donc apparaissent. Et tout simplement parce que les travaux sont souvent pas faits dans les normes qui devraient être faits. Hein. Donc il y a un problème donc à la base d'exécution des travaux. Ouais. Voilà. Donc c'est ça le problème. D'accord. Écoutez, vous aussi, donc si vous avez des questions, si vous avez des dégâts des eaux ou autres problèmes juridiques à régler, donc vous pouvez nous appeler au 02 62 566 566 et nos avocats répondront à vos questions. Avec plaisir. Ouais. Également. Donc on est là, on veut passer un petit peu de temps avec nos téléspectateurs réunionnais, on a envie de rentrer un petit peu chez eux par l'intermédiaire de l'aide qu'on peut leur apporter sur le plan juridique. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, hein, parce que l'avantage du direct, c'est qu'on a tout de suite les questions et on a les réponses, mais la difficulté, c'est qu'on n'a pas accès à tous les éléments que peuvent nous exposer les gens lorsqu'ils appellent. Forcément, on est un petit peu donc... tributaire de ce que nous disent les gens lorsqu'ils appellent. Voilà, donc, on a une idée de par où commencer. On a une idée de par où commencer. Quand c'est des questions d'ordre général, je pense que ça va assez vite. En revanche, si les questions sont un petit peu plus techniques, c'est vrai que il faut faire attention, il faut rester prudent dans tout cela. Ok, donc, très bien. Eh bien, écoutez, on va prendre notre premier appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Alberto de Saint-André. Alors, bienvenue, Alberto, chez les experts. Voilà, je téléphone là parce que j'ai avec le coup d'orage hier, et mon frigidaire là,
avec les éclairs et tout, le courant l'a coupé. Et après, il a revenu, il a rééteint tout de suite. Et là, aujourd'hui, je rentre ma cave, mon frigidaire, il sent l'EDF brûlé. Je voulais savoir si avec mon assurance, il prend pas ou bien c'est l'EDF qui prend pas. Alors, bonsoir monsieur. Ce qu'il faudrait dans un premier temps, puisque c'est bien, là vous parlez de quelque chose qui est intéressant, c'est que vous avez une assurance. Donc l'assurance habitation, il faudrait regarder déjà dans le contrat d'assurance, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce que l'assurance vous offre comme garantie. Donc si là c'est un coup de tonnerre, donc je pense que logiquement ça devrait se retrouver dans votre contrat d'assurance. Mais faites quand même un courrier donc à votre assureur pour lui dire voilà ce qui se passe chez vous. Donc avec le tonnerre, votre réfrigérateur donc eh bien il fonctionne plus, donc le courant ne passe plus. De sorte qu'il va vous dire si cette garantie vous est couverte ou pas. Et de la même manière, voyez aussi au niveau de l'EDF, parce que c'est vrai que certaines coupures d'électricité peuvent entraîner des dégâts chez les consommateurs et qu'à ce titre, EDF peut intervenir également pour une indemnisation. Alors dans la mesure où, ma foi, on ne sait pas laquelle des deux responsabilités peut être engagée, si l'assureur couvre ce dégât ou si c'est à l'EDF de le faire, je vous propose donc de frapper aux deux portes. Il y en a bien une qui va vous ouvrir et qui va vous dire précisément de quel sinistre il s'agit. Est-ce que c'est la coupure de courant qui est à l'origine du frigidaire qui ne fonctionne plus, ou est-ce que c'est le tonnerre qui a provoqué donc la coupure de courant et tout ce qui s'ensuit? Regardez bien dans le contrat d'assurance, faites-vous conseiller par votre assureur. Je pense qu'ils pourront vous aider utilement à ce niveau-là. Mais alors, quand vous faites votre déclaration de sinistre, monsieur, faites-la surtout en recommandé avec accusé de réception, parce qu'on ne sait jamais. Donc, si l'assureur refuse d'indemniser, alors que c'est prévu dans votre contrat pour ce type de sinistre, ils doivent le prendre en charge, eh bien, ma foi, vous aurez un recours si vous démontrez que vous avez déclaré à l'assureur le sinistre dont vous êtes victime. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Alors, vous aussi, donc, si vous voulez nous appeler au 02 566 566 pour poser votre question d'ordre juridique. Alors, on a eu une question avant l'émission d'un certain Cédric, donc, qui a un problème avec son chauffe-eau électrique cette fois. Alors, je rebondis dessus parce que c'est vrai que c'était juste avant. Il doit être derrière l'écran en train de nous écouter. Donc, au niveau du chauffe-eau électrique, s'il y a un problème... S'il y a de l'eau, par exemple, qui a touché le chauffe-eau électrique et que le chauffe-eau électrique est grillé, là, c'est qui est en cause? C'est le locataire qui prend en charge? Il faut voir quelle est la cause de la panne. Si le chauffe-eau électrique s'avère défectueux, et s'il est encore sous garantie, il faut peut-être voir le vendeur de chauffe-eau. Maintenant, si c'est un vieux chauffe-eau électrique qui n'a plus de garantie, est-ce que c'est dû à une panne du matériel? Ou est-ce que là aussi, il y a pu avoir une surtension à l'EDF qui a causé donc un dommage, une avarie au matériel. Et là, on retombe dans le même cas que tout à l'heure. Donc, c'est une responsabilité partagée. En tout cas, on peut frapper à la porte de Électricité de France, recommander à EDF, et puis frapper à la porte de l'assureur. On fait partir 2 recommandés. Et puis, il y a une chance quand même que soit l'EDF accepte de couvrir, parce qu'eux-mêmes, ils sont assurés pour ce genre de choses. La difficulté, c'est de rapporter la preuve que l'origine de la panne, elle est due à la surtension électrique. Parce que souvent, c'est des petits matériels, ça ne coûte pas très cher. Si on veut commencer à faire un constat d'huissier, etc., ça coûte tout de suite 300 €, donc ça fait des dépenses. Et même un huissier, il a du mal il n'est pas technicien, il n'est pas plombier, il n'est pas électricien, il a du mal il voit qu'il y a bien un matériel en panne. À quoi c'est dû, c'est pas facile. Alors on est parfois aidé, parce que quand il y a une surtension, ça ne se passe pas dans un appartement, dans une maison. Il y a tout un quartier. Et là, il y a plein de gens qui disent « Attendez, moi j'ai 2 matériels de bousiller, etc. » Donc j'allais dire, la masse, le tas, comme on dit en créole, ça peut aider à asseoir la crédibilité d'une réclamation. D'accord. Ok. Bon, Cédric, voilà, tu as ta réponse. Alors, on va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Oui, c'est moi, bonsoir. Bonsoir, oui, madame. Voilà. Moi, je vous appelle à propos pour un partage, un héritage. Est-ce que quand mon mari il me donne un héritage qu'il a partagé avec ses enfants, un bien, est-ce que
il peut reprendre cet héritage que j'ai passé chez le notaire, j'ai payé l'acte, j'ai payé tout. Est-ce qu'il peut redonner aux enfants? Alors, bonsoir madame. Donc, alors, si j'ai bien compris votre question, donc votre mari vous donne un bien Oui. et vous avez tous les deux des enfants, c'est bien cela? C'est-à-dire que moi, je suis remariée, lui a ses enfants, il a 3 enfants, et moi j'ai la mienne. D'accord, donc vous avez... Mais est-ce que votre mari et vous, vous avez des enfants en commun? Non. Aucun enfant. Alors, il faut savoir une chose, madame, c'est que bon, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il vous a donné le bien. Ça va être difficile, sauf à engager une action judiciaire contre vous pour récupérer le bien. En revanche, attention, il a des enfants. Les enfants, s'ils n'ont pas été désintéressés dans le cadre du partage de biens de leur papa, peut plus tard venir réclamer le bien qui est avec vous. Pourquoi? Parce que quand le mari donne un bien, il faut qu'il s'assure que ses enfants vont recevoir leur part ou ont reçu leur part. Ah, ils ont reçu largement leur part. Voilà, alors donc le bien qui vous est donné, ça doit être la quotité disponible, on appelle ça, cette partie du bien de votre mari, des biens de votre mari, pardon, qu'il peut donner à n'importe qui, dont à vous. Donc tout est question de calcul, voir si la valeur qui vous a été donnée correspond au bien qu'il pouvait disposer. Si vous recevez plus, vous êtes obligé de restituer la valeur que vous avez restituée en plus. En revanche, si vous avez moins que la quotité disponible, il n'y a aucun problème, il n'y aura aucune réclamation qui sera portée contre vous. Oui, mais le problème, c'est que les notaires sont contre moi et les enfants, quand il y a eu le partage, ils ont été contrôlés, ils ont eu largement leur part, tout était dans l'ordre. Et entre-temps, quand moi j'ai rentré à La Réunion et mon mari a resté, là il est avec moi, là il écoute avec moi, mais quand il a resté en métropole et il a tout fait ça dans le dos et même sur le compte de chèque, c'est moi qui ai payé pour les frais de notaire et tout. Alors ça veut rien dire, hein. Ne mélangez pas les choses, madame. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, alors peu importe que le notaire soit contre vous, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre mari, il a le droit de disposer d'une partie de ses biens prévus par la loi, ça s'appelle la quotité disponible, mais il faut que quand il dispose du bien, il puisse réserver la part qui revient aux héritiers. Si ce n'est pas le cas, vous aurez des difficultés. Une partie, en tout cas, du bien devra être restituée, soit en nature si c'est possible, autrement en valeur pour le cas où en nature vous ne pouvez pas le faire. Mais en tout état de cause, ce que je suis en train de vous dire, les héritiers ont des droits et s'ils ont été lésés dans le cadre du partage, ils ont la possibilité de revenir vers vous. Tout simplement ça. Donc il suffit juste de faire des calculs en fonction du nombre d'héritiers. Alors je crois que si vous m'avez dit 3 enfants, donc normalement votre mari, si ma mémoire est bonne, peut disposer d'un quart de ses biens. Et donc c'est ce quart-là qu'il peut donner, il peut faire ce qu'il veut avec. Et le reste, il doit le laisser pour ses enfants. Si le quota n'est pas respecté, vous aurez des difficultés. Bon, voilà. Normalement, de ce côté, il était bien respecté. Les enfants étaient d'accord, tout était d'accord, mais la raison a été déclenchée parce que j'ai voulu revenir vivre à La Réunion avec mon mari et tout ça a dégringolé comme ça. Bon, écoutez, ça vous le verrez au moment où on portera la réclamation contre vous, madame. D'accord. Bonne soirée, madame. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée madame. Nous sommes donc sur les experts 02 62 566 566 et on va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est mon tour? Oui, bonsoir monsieur, Oui, bienvenue. bonsoir tout le monde sur le plateau, hein? Bonsoir, monsieur. Oui, Alors, on vous écoute. oui, voilà. En fin de compte, ma question est pour un harcèlement moral que m'a subi au travail et que m'en a porté plainte. Donc, je voudrais savoir quelques renseignements avec l'avocat, c'est-à-dire que m'en a porté plainte avec hospitalisation, c'est moi qui suis hospitalisé dans mon travail. M'en a porté plainte à la gendarmerie, mais là, je voudrais savoir avec l'avocat, comme que nana des collègues a été interrogés, et que si le procureur, je voulais savoir si je peux prendre un avocat dès maintenant ou il attend le procureur pour voir s'il classe l'affaire ou pas. Alors, monsieur, d'abord, il faut savoir que le harcèlement moral, Oui. c'est quelque chose de compliqué à établir.
Oui. C'est très douloureux pour le salarié ou la salariée qui subit ce harcèlement de Moi, la été part. hospitalisé avec le SAMU, Oui, c'est pour- parce que ouais, moi, je comprends. on m'a arrêté en accident de travail 3 semaines. C'est-à-dire, là, D'accord. moi, en formation, donc, je n'allais pas retourner dans mon travail, mais je retourne bientôt. Oui. Et bon, la gendarmerie, on la prend ma plainte, elle interroge à moi. La gendarmerie a questionné déjà un collègue, un ou deux. La direction, une enquête administrative a été ouverte au niveau de la DH. Et là, je voudrais savoir, justement, comme que si je prends un avocat dès maintenant, et si le procureur il classe l'affaire, bon ben, il aura payé un avocat, peut-être pas pour rien, mais je voudrais savoir des renseignements là-dessus, quoi. Alors, j'ai bien compris, monsieur. Hein. Ce que je vous disais, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à établir Oui. parce que c'est quelque chose de psychologique. Oui. Mais en même temps, il faut des preuves. Donc, un tribunal, quand il est face à une affaire de harcèlement moral, Oui. soit sur le plan civil, si le Conseil des prud'hommes est saisi, mais ce n'est pas la voie que vous avez choisie, soit sur le Non. plan pénal, si c'est Oui. le procureur de la République qui est saisi, et c'est apparemment cette voie-là que vous avez privilégiée. Oui, j'ai pris cette voie, oui. Voilà, donc on va devoir, dans le dossier, voir si, par exemple, il y a des courriers, il y a des mails, il y a des... il y a des- De mon je vous côté, donne je vais quelques vous dire, exemples. hein. Je vous donne quelques exemples hein, pour Ouais, que ouais. je vais jusqu'au bout. Des attitudes vexatoires, on vous met dans un bureau tout seul, en vous privant de l'ordinateur, en vous privant de téléphone. Bref, est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à vos conditions de travail habituelles, telles qu'elles s'exerçaient à l'époque? Donc, c'est pas facile à établir. D'accord. Alors, vous, de votre cas, apparemment, vous me dites que ça vous a beaucoup touché, hein, et vous en êtes tombé malade, et vous êtes voilà, j'ai bien compris. Vous êtes entré en dépression, Voilà. et donc vous avez déposé plainte. La question est de savoir à quel moment il faut prendre un avocat. Bon, écoutez, si vous avez déposé plainte vous-même, pour le moment, attendez. L'avocat, il n'est pas utile tout de suite, D'accord. parce qu'il ne pourra pas lui-même intervenir dans l'enquête, l'enquête étant secrète, Exact. étant menée à la diligence du procureur de la République par les enquêteurs, la gendarmerie nationale ou la police. Voilà. Et donc là, si vous voulez, on n'a pas accès à ce stade-là à l'enquête. Ouais. Si ça se passe bien pour vous, c'est-à-dire que si l'enquête est concluante et confirme et corrobore vos dires en disant oui, monsieur X, il a eu raison de porter plainte, Voilà. il était vraiment harcelé par son patron, Voilà. il y aura un renvoi devant le tribunal correctionnel et il sera temps à ce moment-là Ok. de prendre votre avocat. Ok. Mais si jamais il devait y avoir un classement, c'est-à-dire le procureur devait estimer qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour caractériser l'infraction de harcèlement moral Oui. et pour renvoyer votre patron devant le tribunal pour y être jugé, alors à ce moment-là, il faudra immédiatement voir un avocat qui va utiliser une autre procédure qui s'appelle une plainte, mais qui n'est pas une plainte simple déposée entre les mains du procureur, mais qui est une plainte avec constitution de partie civile, c'est comme ça que ça s'appelle, Ok. entre les mains d'un juge qui s'appelle le doyen des juges d'instruction, en l'occurrence c'est souvent une femme, c'est la doyenne des juges d'instruction. Maintenant, dans les avocats et les juges, il n'y a plus que des femmes, il n'y a presque plus d'hommes, les hommes sont les derniers des Mohicans. Bref, donc une fois que le classement intervient, donc l'avocat saisit le doyen des juges d'instruction, et là, il y a automatiquement une information qui est ouverte pour compléter l'enquête qu'il y a eu avant. Ça ne veut pas dire, hein, cette enquête qui va se mener nouvellement devant le juge d'instruction, que ça va aboutir en votre sens. Mais, si vous voulez, l'enquête va se poursuivre, hein, et forcément, on va approfondir ce qui s'est passé. Le juge va pouvoir donner des expertises, par exemple. Il va pouvoir demander à un psychologue de vous examiner. Il va pouvoir mettre en garde à vue votre patron, lui dire « Monsieur, il y a quand même des éléments contre vous, expliquez-vous ». Donc vous voyez ces deux étapes, hein, si ça se passe bien et si l'enquête aboutit, vous n'avez pas besoin de prendre un avocat de suite, vous attendez que le tribunal soit saisi et vous recevrez ce qui s'appelle un avis à victime. D'accord. Si par contre le procureur classé, là, voyez un avocat pour utiliser cette procédure bis, si je puis m'exprimer ainsi, Parce que qui est moi, je une veux pas plainte la avec constitution de partie civile. Est-ce que c'est un peu technique, hein, je suis désolé, mais est-ce que j'ai été clair? Oui, vous avez été clair. Alors, J'ai une merci, question monsieur. à poser maintenant à vous qui êtes avocat. J'ai une assurance juridique, c'est-à-dire compris avocat, Oui. tout ça, hein. Ah, mais ça marche, ça. Donc, pour l'avocat, si je contacte mon assurance, j'ai déjà contacté, ils ont monté déjà un dossier, maintenant c'est en attente au cas où je fais appel à un avocat. Mais logiquement, si je vois un avocat, j'ai pas
de finances à tirer de ma poche. Et mon Alors, assurance d'abord, il faut me dit- demander l'accord de votre assureur protection D'accord. juridique. J'aurais pas Méfiez-vous, compris tout. Voilà. parce que les assurances, ils ne couvrent pas forcément tout. Et il y a des causes d'exclusion. D'accord. Exemple, si vous divorcez, l'assurance protection juridique, elle ne marche pas. D'accord, mais dans Donc, ce cas-là, dans votre cas, je pense que ça devrait marcher, mais vérifiez. Le mieux, c'est de contacter l'assureur pour qu'on obtienne son aval, c'est-à-dire son accord sur la procédure Ok. pour couvrir les frais d'avocat et peut-être d'huissier. Ok. La deuxième chose, ça dépend de votre assureur, mais vous pouvez éventuellement, en fonction des barèmes, parce qu'il faut savoir que les barèmes des assureurs payent assez mal les avocats. Je pense que Madame le Batelier ne me contredira pas. Les barèmes sont des barèmes qui sont relativement faibles. Oui, Et oui. donc, la loi permet à un avocat de demander un complément avec une convention. On va vous demander votre accord en disant, écoutez, monsieur, ça va durer 2 ans. D'accord. Il faudra les juges d'instruction, il y a plein de problème, courriers à faire. Si on me propose 481 €, ça va faire un petit peu faible. Donc, on va vous demander un complément en fonction du temps passé. Ouais. Et à ce moment-là, l'avocat vous fait signer une convention. La partie qui est proposée par l'assureur sera payée par l'assureur. Voilà, Et vous serez j'ai amené à compris. payer un complément problème. au besoin Voilà, en plusieurs c'était fois. ma question. Mais ça, c'est l'accord avec l'assureur, avec l'avocat. Il faut discuter avec lui, voir quels sont ses tarifs. Ok. Ben, vous allez répondre à toutes mes questions. Je Merci suis beaucoup. content alors. Merci. Ok. Bonne soirée, Merci à vous, monsieur. Merci. Allez, au revoir, merci, alors. Merci, bienvenue sur Les Experts pour ceux qui arrivent. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions d'ordre juridique ici en tout anonymat. Voilà, vous pouvez nous donner un faux prénom. On ne fera pas de poursuite contre vous. Voilà, donc 02 62 566 566. On va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui, je vous appelle pour un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Voilà, j'ai mon père qui est décédé en 2013, décembre 2013, et il était marié, mais sans contrat de mariage. Et il y a 4 héritiers, plus sa femme, ça fait 5. Donc, on n'a plus de relation avec sa femme. Elle ne veut plus entendre parler de nous, quoi. Et je voulais savoir comment faire pour le partage d'héritage, c'est-à-dire au niveau de la banque, parce que la banque a fait le nécessaire déjà pour envoyer vers notre notaire. Mais le notaire ne peut plus avancer parce qu'elle répond pas aux messages, elle répond pas au téléphone, elle répond pas au courrier. Donc je voulais savoir comment faire pour récupérer les sous, sachant que la moitié déjà est à elle. Donc, je voulais savoir si y a une autre façon, une autre porte de sortie pour qu'on puisse au moins récupérer ce qui nous revient, quoi. D'accord. Bonsoir madame. Alors en fait donc vous souhaitez à la suite du décès de votre papa donc partager les biens qu'il a, dont le compte bancaire pour lequel les informations ont été transmises au notaire. C'est bien cela? Voilà, oui c'est ça, oui. D'accord. Alors, ce qu'il faut faire, donc effectivement, quand il y a l'une des personnes concernées par la liquidation d'une succession, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, l'une des personnes ne répond pas, il y a la possibilité donc d'aller en justice pour demander au tribunal, de procéder à un partage judiciaire. Mais avant d'arriver devant le tribunal, il y a des démarches à faire. La première de ces démarches, c'est de demander à votre notaire, puisque vous en avez un, d'établir un acte de notoriété. L'acte de notoriété, c'est l'acte dans lequel on va identifier toutes les personnes qui sont concernées par le partage judiciaire. On Ça, a c'est- déjà tout fait ça. Vous Ça, avez c'est- l'acte de ça a notoriété. été établi. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, en second lieu, si l'acte de notoriété a déjà été établi par le notaire, puisqu'il ne parvient pas à vous réunir tous pour essayer de faire un partage amiable, il faut demander au notaire d'établir un procès-verbal de carence. Donc, D'accord. c'est avec ce document que vous pourrez, vous, vos frères et sœurs, aller devant le tribunal et demander un partage judiciaire des biens de votre papa. Voilà ce qu'il faut faire, madame. D'accord. Et les frais du... Alors, les il frais. doit Alors, si vous ne travaillez partager pas- ça par les héritiers ou il y a seulement la personne qui... Par exemple, c'est moi qui m'occupe des dossiers. Il y a moi et ma sœur. Oui. Il y a une sœur et un frère qui est en métropole. Moi, j'ai la procuration de mon frère. Oui. Donc, ma sœur, il n'y a pas de souci, elle va faire ses démarches aussi. Mais au niveau, s'il y a quelque chose à payer, ce sera qui? C'est Alors, la personne qui déjà- va faire les démarches ou... Oui, alors déjà, madame, tous les frais donc chez le notaire
vont être partagés ensuite au moment où le notaire va réussir à faire le partage. Par contre, pour aller devant le tribunal, c'est vrai que vous allez devoir exposer des frais. Au nombre de ces frais, il y a des frais d'avocat, des frais d'huissier, parce que l'avocat est obligatoire dans ce type de procédure. Et parfois même, s'il y a des biens pour lesquels vous n'êtes pas d'accord sur la valeur, il risque d'y avoir en plus des frais d'expertise. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de vous mettre d'accord avec vos frères et sœurs si vous êtes conscient qu'il faut faire cette procédure judiciaire, parce que vous allez pouvoir partager entre vous les frais que je viens de vous indiquer. Alors maintenant, si aucun d'entre vous ne travaille, ou si l'un d'entre vous ne travaille pas, eh bien, vous avez la possibilité de bénéficier de ce que l'on appelle l'aide juridictionnelle. Vous allez voir un avocat, vous lui demandez s'il travaille au titre de l'aide juridictionnelle. En règle générale, la plupart des avocats travaillent au titre de l'aide juridictionnelle. Ça vous permettra, de choisir votre avocat au lieu d'attendre qu'on vous en donne un. En second lieu, de pouvoir discuter déjà avec lui d'un certain nombre de démarches que vous pourrez accomplir. Et surtout d'avoir cet avocat et dont les frais seront pris en charge par l'État. Alors quand vous êtes bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais d'huissier sont pris en charge également par l'État, les frais d'expertise également. Donc vous voyez, la justice est accessible, à charge pour vous de faire les démarches et de vous renseigner pour pouvoir y arriver. Voilà. D'accord. Donc là, si par exemple, moi, dans mon cas, je ne travaille pas, je peux prendre des renseignements vers un avocat pour voir quels seront les montants par les héritiers concernés. Ça aussi, je peux avoir. C'est pas ce que je n'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit, madame. Je viens de vous dire que si vous envisagez d'engager une procédure devant le tribunal, au préalable, vous avez des documents à faire établir par un notaire, et ensuite, vous allez voir un avocat, vous lui demandez s'il travaille au titre de l'aide juridictionnelle pour faire une liquidation de la succession de votre papa. Et quand il vous a dit oui, vous faites le dossier d'aide juridictionnelle chez lui, vous faites toutes les démarches chez lui et il va vous accompagner dans vos démarches pour engager le procès pour vous. D'accord. Voilà ce qu'il faut faire. D'accord. D'accord. Voilà. Bonne soirée, madame. Merci vous de même. Merci, au revoir. Bonne soirée, merci. Alors, on est sur les experts sur Télécréole, 02 62 566 566 si vous avez des questions d'ordre juridique. On va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je ne sais pas si ma question est bien d'ordre juridique. Eh bien, on va le savoir tout de suite. Allez-y, on vous écoute. Voilà, j'ai un locataire chez moi. Il y a 6 mois, je lui ai envoyé la lettre pour résilier son contrat. Allô? On a été coupé. Voilà, donc madame, si vous voulez bien nous rappeler, on a été coupé, donc on va prendre donc un autre appel en attendant, et puis rappelez-nous madame. La donc, coupure est intervenue trop tôt pour qu'on puisse répondre. Allô? Allô? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir, je suis là, c'est toujours moi. Ah bon. Ah, c'est le même appel, super. Eh bien voilà, super. Allez-y. Voilà, j'étais en train de vous dire que qui doit sortir à la fin de ce mois-ci, elle ne veut pas sortir. Alors, là, vous avez envoyé un courrier recommandé, si je comprends bien, pour donner congé, c'est ça? Il y a 6 mois de cela. Voilà, donc vous avez respecté le délai de 6 mois. Oui. Il faudrait voir si, dans votre bail, vous avez respecté le terme du bail. Parce que si vous... C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire et que vous donnez un bien à louer pour 3 ans, vous ne pouvez pas donner le congé à n'importe quel moment. Il faut attendre qu'on arrive aux 3 ans, 6 mois avant le terme des 3 ans. Oui. Si c'est un bail de 3 ans, là, vous pouvez faire partir le congé. Oui, c'est ce qui se passe, oui. Vous avez respecté? Oui. D'accord, très bien. Non, mais je le dis parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire courir le préavis de 6 mois à n'importe quel moment. En fait, ce n'est pas le cas puisque les baux sont très protecteurs et les durées doivent être respectées. Donc, à partir du moment où tout a été fait dans les règles, s'il ne part pas, vous pouvez lui envoyer un dernier recommandé en le mettant en demeure de respecter les termes de votre congé et de quitter les lieux, à défaut de quoi vous engagerez une procédure. Oui, ce qu'elle me dit, c'est que en ce moment, nous sommes en période cyclonique. Ah oui, d'accord, mais donc elle ne part pas. Ça, c'est autre chose. La période cyclonique, si vous voulez, ce qui correspond à l'hiver en métropole,
c'est dans l'hypothèse, le plus souvent, vous avez des gens qui ne payent pas le loyer et vous ne pouvez pas les expulser dans cette période. De toute façon, je vais vous dire, hein, on est en mars, la période cyclonique, elle finit dans quelques jours, hein, au mois d'avril. Bon, donc si la personne, elle ne sort pas, si elle vous dit, elle sort au 1er avril, donc moi, si j'étais vous, bah, j'encaisse un mois de loyer de plus et j'attends. Hein. D'accord. Bon, maintenant, si elle dit, moi, je suis bien dans votre appartement et j'en démords pas, je ne sors pas. À partir de ce moment-là, par contre, les choses se compliquent. Il faudra aller voir donc un avocat, hein, qui va lui faire qui va faire délivrer un commandement de payer, un commandement de quitter les lieux, pardon, par l'huissier, un commandement de déguerpir. Hein, et si la personne ne défère pas au commandement, c'est-à-dire si elle n'obéit pas à l'ordre qui est donné par l'huissier, bon, il arrive qu'un huissier, quand même, ça puisse faire peur, et la personne va se plier, hein, au commandement qui est délivré par cet officier ministériel. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, il faudra passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire faire une procédure judiciaire devant le tribunal d'instance, et là, vous n'avez pas le choix, il faut voir un avocat, qui va peut-être en référer, tenter le coup, tenter de faire valider le congé qui a été donné pour prononcer l'expulsion de la personne et de sa famille et de demander que les lieux soient dégarnis donc de ses effets personnels pour que vous puissiez récupérer votre bien. Donc vous voyez, il y a quand même, si malheureusement elle ne respecte pas le congé, une procédure à suivre. Et hélas, comme toujours en droit, où les juristes sont souvent des pinailleurs, vous savez, le locataire, s'il est bien défendu, il va dire oui, mais attention, là, le congé ne respecte pas les règles, hein, parce qu'il devait y avoir telle mention, ça n'a pas été fait. Hein. Donc attendez-vous à des contestations. C'est pour ça que le mieux, ça serait, à mon sens, hein, de trouver un accord avec ce locataire, de dire bon, vous ne voulez pas partir là aujourd'hui en mars, est-ce qu'on peut convenir d'une date, 1er avril, voyez, ou 1er mai, hein, à mi-chemin qui permettrait d'éviter le procès. On dit toujours hein, qu'un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès, et c'est pas faux. Non, mais avec cette dame, je ne peux pas parler parce qu'elle vient accaparer la maison, elle croit que la maison est à elle. Alors là, vous n'avez pas... Moi, si j'étais vous, je prendrais rendez-vous demain matin avec un avocat. D'accord, ce qui me fait des frais à moi. Ah, ben écoutez, ouais. Hein, c'est clair qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et qu'un avocat, c'est comme un plombier ou un électricien. Si vous avez un travail à faire et vous ne voulez pas le payer, il va vous dire ben, madame, c'est difficile pour moi de travailler gratuitement. Vous voyez, les avocats ne sont pas encore fonctionnaires. Et ça arrivera peut-être un jour. Et là, c'est une profession libérale et c'est le client, le justiciable, qui fait vivre l'avocat hein, et qui lui verse donc un honoraire. Hein. Bon, vous inquiétez pas, votre procédure, c'est pas l'affaire du siècle. On ne va pas vous demander les yeux de la tête. Hein. Mais c'est vrai que ça fait des frais. Et souvent, c'est assez injuste. Le tribunal, même s'il vous donne raison, il va condamner l'adversaire à ce qu'on vous dédommage d'une partie seulement de vos frais. D'accord. Hein, et vous n'allez pas récupérer la totalité. Ça, c'est très injuste, mais le système en France est ainsi fait que même si on gagne son procès, ben, on en est pour une partie de sa poche. Hein, en tout cas, au moins, s'agissant de l'avocat, l'huissier, généralement, vous récupérez intégralement les quelques centaines d'euros que vous avez dû débourser. D'accord. Donc, si je comprends bien, elle doit quitter, normalement, elle doit quitter le 31 de ce mois. Oui. Si elle ne quitte pas le 31 de ce mois, est-ce que ça ne va pas me réengager encore plus non, parce qu'elle est en infraction, là. Vous avez fait délivrer votre congé, vous avez respecté le délai de 6 mois, vous avez respecté le terme du bail. Donc vous, j'allais dire, vous êtes nickel, comme disent les jeunes, il n'y a pas de souci. Il suffit de faire valider votre congé par un tribunal, et une fois que ce congé sera validé, le tribunal ordonnera hein, l'expulsion de ce locataire qui n'est plus locataire, qui devient occupant sans droit ni titre. Pourquoi ? Parce que votre congé a annulé le contrat de bail que vous lui aviez consenti. Vous voyez, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous êtes au 1er avril, la personne va dire hop, poisson d'avril, je reste dans les lieux. Donc ça, c'est pas possible. Ah oui. T'as cette reconduction. Est-ce que je vous ai répondu, madame ? Oui, merci. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Alors, sans plus attendre, on va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Alors, il faudrait baisser la télé, s'il vous plaît. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes là ? Je m'entends, c'est super. Bonsoir. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, il faudrait baisser... À monsieur de l'avocat, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Il faudrait d'abord baisser la télé, totalement. Voilà. Il faudra baisser la télé. Voilà, vous baissez la télé et vous écoutez uniquement dans le téléphone. Ok. Voilà, vous baissez la télé et vous écoutez uniquement dans le téléphone. C'est bon. Non, c'est pas bon. Non, non. C'est pas bon, on entend toujours. Sinon, vous la coupez. Ah, faut la couper. Enfin, non, bah, comme vous voulez, vous pouvez soit la baisser totalement le son. On s'entend encore. Voilà, c'est parfait. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue chez les experts. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, mais là, oh là. Oh là là. Eh bien, on va s'écouter dans le téléphone. Oui, mais là, on la coupe net et elle a éteint, n'est-ce que... C'est pas grave, madame. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous écoute. Allez-y. Oui, donc voilà. Je suis une dame, là, je suis veuve, et plus, alors, on a un terrain d'héritier, là. Et donc, le terrain d'héritier, c'est déjà compté, presque partagé. On a déjà payé le notaire. Allô? D'accord. Oui, 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 on vous écoute. Et donc, là, en ce moment, il y a 2 petits-enfants, là, ces 2 petits-neveux, là. Les Oui. 2 petits-neveux, ils ne veulent pas payer chez le notaire. Et donc, il dit le terrain, c'est à eux. D'accord. Et en ce moment, nous sommes embêtés parce que l'argent a fini d'arriver chez le notaire et nous, on ne pourra rien faire dessus le terrain. D'accord. Alors, Et en ce bonsoir, moment, ça madame. nous embête beaucoup. D'accord. Bonsoir, Alors, maître madame. Sitama va vous répondre. Alors là, si mal a bien compris ce que vous êtes en train de dire, Oui. c'est qu'il y a un terrain qui est en train d'être partagé chez le notaire. Oui, Vous êtes toutes les d'accord? voilà. Mais ces 2 petits-enfants, ils ne veulent pas. Oui, alors, les 2 petits-enfants, les pas d'accord avec le partage ou les pas Voilà, d'accord pour ils payer les utilisent le frais? terrain qu'azote. Non, 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 répondez un petit peu à ma question, là, madame. Oui. Est-ce que les 2 petits-enfants dont on parle, là, les 2 neveux, vous Oui. n'êtes pas d'accord avec le partage ou vous n'êtes pas d'accord pour payer? Ben voilà, c'est ça, justement. Vous n'êtes pas d'accord avec le partage, c'est ça? Non. Alors, ben dans ces conditions, madame, donc là, c'est effectivement, le dossier ne peut plus avancer. Le notaire, ce qu'il doit faire, il doit faire, après avoir fait un acte de notoriété qui a dû être fait, parce que l'acte de notoriété a identifié l'ensemble des héritiers qui ont droit au partage. Donc, dans un second temps, le notaire doit établir un procès-verbal de carence. Un procès-verbal de On est déjà carence. parti voir un avocat et tout, donc nous payons notre avocat. Oui. Donc c'est tranquille, c'est bon pour nous. Mais c'est dire que les neveux ne veulent pas signer. Oui, mais là, madame, alors, vous dites-moi comme ça, les neveux, ils ne viennent pas devant le notaire. Non, je ne veux pas venir du tout, mais je disais, le terrain, il appartient aux autres toute seule. Oui, mais non, mais il n'est pas possible. Si on a un terrain qui appartient à l'ensemble des héritiers, qu'on a un notaire, là, comment on se fait le partage, il n'a pas gagné fait. Même si Zot dit que le terrain il appartient à Zot toujours, sauf si Zot monte un acte à Zot non, disant que le terrain est à Zot. Mais si Zot a point d'acte, ça veut dire que c'est Non, le point d'acte, c'est le terrain des vieux parents. Voilà, mais dans ces conditions, si les terrains de bonnes parents, le notaire, s'il n'y arrive pas à partager, ce que m'y vient de dire, oui, il faut que le notaire y établit un procès-verbal de carence. Avec ce document-là, Zoti ça avoir un avocat, et Zoti demande à l'avocat de faire un procès pour faire un partage judiciaire. Alors après, quand on va faire le partage judiciaire, que les 2 neveux les d'accord ou pas, peu importe, du moment que le tribunal là ordonne le partage, eh bien le tribunal, le notaire va faire comme le tribunal dit de faire. Voilà. Non, mais là, l'avocat finit d'entendre bien avec le notaire. Mais nous, on a déjà versé notre argent, mais comme lui, les 2 neveux, ils ne veulent pas. Alors, donc là, si m'y comprend bien, ça veut dire qu'on a déjà eu un avocat, un procès a déjà été fait alors. Voilà, elle a déjà été fait. D'accord. Mais par exemple, moi, je voudrais, parce que madame a ma maison qui coule, oui, et je voudrais améliorer un petit peu, oui, ben, on ne pourra pas, on ne sait pas quoi ça le notaire va nous dire. Non, alors est-ce qu'on a déjà parti voir le notaire? Ah non, j'ai pas encore vu le notaire du tout. Ah, ben il faut aller voir madame, hein? Parce que là, sous dire moi que le tribunal la fin décide le partage, que l'avocat la fin envoie tout chez le notaire. Mais là, il faut aller voir le notaire maintenant, hein? Parce que le notaire, comme il est un jugement, écoute à moi madame. Madame, écoute à moi. Comme le notaire, il aura le jugement entre les mains, il va faire son travail en fonction de ce que le tribunal l'a ordonné de faire. Donc, il faut absolument aller voir le notaire maintenant, madame. Ben, c'est bon, merci beaucoup, madame. Bonne soirée.
Merci, allez, Allez, au revoir. Merci Allez, madame. au revoir, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Les experts sur Télécréole 02 62 566 566 et on prend l'appel suivant. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bienvenue chez les experts. Merci. J'ai une question plutôt sur la fiscalité. D'accord. Voilà, On vous donc écoute. bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, madame. Et bonsoir. Je voulais juste savoir, c'est-à-dire, quand on fait ces déclarations d'impôts, est-ce qu'on doit déclarer les primes, les anciennetés et les heures supplémentaires? Vous devez tout déclarer, madame. Hélas, D'accord. vous savez, l'administration fiscale en France, elle prend tout. Hein. D'accord. Donc, vous avez l'obligation de déclarer tous les revenus qui sont les vôtres, que ce soit des heures supplémentaires, des loyers, des primes, que sais-je. Hein. D'accord. Donc voilà, la seule chose qui est exonérée, je crois savoir, c'est le loto. Si vous gagnez au loto et si vous avez votre ticket de loto pour prouver que ce n'est pas de l'argent sale, là, vous ne payez pas d'impôt dessus. Mais tout ce qui est le fruit de votre travail, ça fait l'objet d'une taxation qui est souvent importante parce que vous avez l'impôt sur le revenu. Hein. D'accord. Et, Ça veut dire un petit smicard qui aurait un ancienneté de 15 ans et 40 € de prime, etc. Eh oui. Ben, il est déjà, Eh oui. il paye déjà Ben oui. l'impôt sur le revenu. Quoi. hélas, l'impôt sur le revenu a énormément augmenté ces temps derniers. Hein. Et aujourd'hui, même si vous faites partie de la classe moyenne, on comprend bien qu'avec 1 200 €, vous n'êtes pas riche et que vous êtes juste. Ah, moi, je pense que c'est même pire que la classe moyenne. Oui. C'est-à-dire, on part vraiment... Bien sûr, au mais niveau c'est- de enfin, Oui, on vous est êtes, encore à terre, je hein. dirais, dans la limite basse de la classe moyenne, hein, et vous avez un petit salaire, 1 200 €. Le salaire médian en France, c'est aux alentours de 1 500 €. Donc vous êtes en dessous du salaire médian, vous ne gagnez pas beaucoup, et les impôts, aujourd'hui, ils ont augmenté parce que vous savez qu'à l'époque, les heures supplémentaires, précisément, hein, c'était la loi Sarkozy, on ne payait pas d'impôts sur les heures supplémentaires. Eh bien, aujourd'hui, vous payez des impôts même sur les heures sup. Oui, oui. Vous avez des enfants, madame? Ben, ils sont grands maintenant. Ah, voilà, parce que C'est-à-dire, on est- voilà, ils sont grands, donc là-dessus, vous n'avez pas de déduction, mais sachez que même s'ils étaient petits, hein, le gouvernement a modifié le coefficient familial, c'est-à-dire que maintenant, même avec des enfants petits, on paye plus d'impôts qu'avant, D'accord. etc., etc. Et Donc, pire si les enfants sont grands. mais le pire, c'est que les enfants sont grands. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le travail est pénalisé. Hein, et tous ces gens qui se... Donc vous-même, vous levez tôt le matin pour aller gagner votre pain, eh bien, on ne vous fait pas de cadeau et vous devez tout déclarer. Alors bien sûr, si vous ne déclarez pas, vous n'avez peut-être pas subi un contrôle fiscal de suite parce que c'est des petites sommes, mais vous prenez un risque. Hein. Mais la loi, moi je suis là pour vous dire quelle est la loi. Hein. Après, vous faites bien sûr ce que vous entendez faire. La loi vous oblige à déclarer tous vos revenus, quelle qu'en soit l'origine. Une pension alimentaire, par exemple, c'est un revenu. Ça s'ajoute à votre salaire, vos heures sup, votre ancienneté. Hein. Donc au total, c'est vrai que c'est pas très marrant. Mais c'est un système qui est comme ça. Dernière question sur la fiscalité. C'est-à-dire que j'ai eu 2 taxes d'habitation pour la même adresse parce que mon fils réside chez moi. Alors ça, c'est impossible. Ben, Vous avez une taxe d'habitation qui tient compte de la superficie de votre logement, qui tient compte du nombre de personnes qui vivent chez vous. Mais vous ne pouvez pas avoir 2 taxes d'habitation pour une Ben, case. je peux même le prouver. Non, mais c'est une erreur. Ce que je vous explique, c'est on peut recevoir 2 ou 3, vous savez. Mais je les pas, ils n'ont rien fait. Hein. Non, mais le fils qui préfère envoyer toujours, et puis s'il se trompe après, par contre, il y a des gens qui sont sérieux aux impôts, vous allez les voir, hein, en disant, ben, monsieur, j'ai reçu 2 taxes. Déjà, une taxe, c'est gros pour moi, 2 taxes, j'arriverai pas. Et là, on va regarder votre situation et on va vous dégréver, hein, sur au moins une taxe, et vous n'en paierez évidemment qu'une, ce qui est déjà pas mal. Bah, j'ai la taxe parce que je suis propriétaire. Mais Alors, quand mon attention, fils a son la adresse- taxe de propriétaire, c'est autre chose. Non, C'est la taxe foncière. Non, je parle de la taxe d'habitation. Ah, la taxe d'habitation, Voilà. c'est... J'ai ma taxe d'habitation et c'est- mon fils a la taxe d'habitation sur la même adresse. Alors, si vous êtes propriétaire, madame, hein, pour reprendre, vous payez la taxe foncière, Oui, tout à fait. qui est la taxe que tous les propriétaires paient, qu'ils occupent ou pas leur logement, Oui. et vous payez en plus, la taxe d'habitation oui, la que gestion. tous les occupants payent, c'est-à-dire même un locataire à Saint-Denis, par exemple, un gars qui n'est pas propriétaire de sa maison, mais qui, qui a un bail, il paye la taxe d'habitation. Donc vous payez les 2, taxe foncière et taxe d'habitation, mais on ne paye qu'une.
Voilà, c'est-à-dire moi et mon fils, on a tous les deux, Non, c'est pas un sur le normal. nom de mon fils, un sur le mien, mais sur la même adresse. Non, mais c'est une erreur, hein. Là, je pense que... J'ai été les voir, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit que de ramener pas mal de papiers. Ah ben voilà, c'est ce que je vous dis. Mais je vais le faire, C'est ce que je vous dis, mais en ramenant les justificatifs, hein, parce que bon, c'est normal aussi, on a pour contrôler aussi que la loi est bien appliquée, on vous demande ce qui est dû, mais pas davantage que ce qui est dû. C'est totalement aberrant de vous demander 2 taxes d'habitation. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas 2 taxes foncières aussi? Exactement. Vous voyez? Non, là-dessus, je pense que vous aurez gain de cause. Allez voir à la trésorerie. Hein, bon, on attend un petit peu, mais généralement, on tombe sur des fonctionnaires qui connaissent bien la loi, qui demandent des papiers et qui, une fois qu'on s'aperçoit qu'ils se sont trompés, ils le reconnaissent volontiers. C'est gentil en tout cas. Mais je vous en prie, madame. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir, madame. Merci madame, bonne soirée. Et on va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir, bienvenue madame. Voilà, je suis une personne handicapée. D'accord. On vous Bonsoir. écoute. Bonsoir. Moi, je suis une personne handicapée à l'âge de 65 ans. Oui. Parce que moi, pour moi, une petite maison, c'était mon frère. D'accord. Et mon frère, maintenant, il garde cette maison pour lui. Et alors, c'est une fois tout comme quoi, à maman, les a lu. Alors. Et là, moi, quand vivant, j'ai plus de mon médical. Et toute l'économie, m'a mis deux médicales, mais plus rien maintenant. Là, il faut. Alors, du coup, votre question exactement, c'est quoi? Mais plus rien, là, il faut. Il a juste me retrouver, c'est tout. D'accord. Donc, en fait, là, vous habitez où actuellement? Voilà. Vous avez une maison? C'est bien ça? C'est ma fille, mais j'habite plus. Je rime plus avec ma soeur. Je D'accord. rime plus avec ma soeur. Un petit peu de mal à vous comprendre. Voilà. Bonsoir madame, on a un petit peu de mal à vous comprendre là. Donc là vous... Problème. Madame... Moi, je suis à l'hôpital. Ah, vous êtes à l'hôpital là? Oui, voilà. Oui, madame. Moi, je suis ma soeur. Mais chez ma soeur, je ne rime plus avec elle. Je crois que... Madame, vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider à côté de vous là, pour poser les questions? Il y a un retour également, donc on a du mal à l'entendre là. Ouais, c'est difficile. Moi, et de mon profil manger, c'est tout. Là, il a une infirmière, il doit me voir moi, faire mon bain le semaine prochaine. Maintenant, un ménager, il vient. Ah, donc là, vous n'êtes pas à l'hôpital, là? Là, elle est chez elle apparemment, donc il y a des gens qui viennent s'occuper d'elle. Alors, madame, on a du mal à vous comprendre. Déjà, il faut baisser la télé, il faut couper la télé. Et moi, en plus, quand je me mets qui se cage. Elle a des problèmes d'élocution aussi, Quelqu'un l'aide à poser la Alors, question. on va prendre votre numéro, madame, et on va vous rappeler. Voilà, on va faire comme ça. Hein. Donc, je vous laisse avec le standard qui va prendre votre numéro. Ouais. Et donc, on va prendre l'appel suivant. Bonsoir, bienvenue. Et on va vous rappeler. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Il y a un gros retour. Alors, l'appel suivant. Bonsoir, on est sur les experts. Bienvenue. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, je vous ai posé une question à les avocats. Oui, alors, est-ce que vous pouvez baisser la télé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Et les avocats vous écoutent. Voilà, mes parents sont morts D'accord. et on a des héritiers sur la maison. Et je voudrais savoir, j'ai posé la question aux héritiers, ils ne veulent pas faire le droit de succession, c'est-à-dire au niveau banque et au niveau du notaire. Alors je voudrais savoir au niveau des avocats, Qu'est-ce qu'il faut faire? que puis-je faire? Voilà. Alors déjà, monsieur, bonsoir. Alors vous-même, vous êtes héritier, j'imagine. Oui, je suis héritier, ouais. Alors, ce qu'il faudrait, c'est soit vous avez un notaire, soit vous en choisissez un.
Vous allez le voir et vous lui exposez la situation en disant que vous souhaitez faire le partage des biens de vos parents. Alors, que va faire le notaire? Le notaire, déjà, il va prendre votre identité. Ensuite, si vous avez la copie du livret de famille de vos parents, il va falloir le donner au notaire. Vous donnez également l'adresse de vos frères et sœurs pour que le notaire puisse convoquer les frères et sœurs devant lui. Si vous avez des titres de propriété concernant les biens à partager, vous le donnez également au notaire. Si vous n'avez pas les titres de propriété, il faudrait aller au cadastre, demander un relevé de propriété au nom de vos parents, de sorte que le notaire puisse identifier, 1, l'ensemble des héritiers, 2, les biens partagés. Alors, le notaire va établir ce que l'on appelle un acte de notoriété. L'acte de notoriété, c'est l'acte par lequel on va indiquer qui sont les héritiers de vos parents. Parce que c'est ce qui permet de garantir le partage entre l'ensemble des personnes qui ont droit sur les biens. Alors, à ce moment-là, 2 possibilités. Soit le notaire arrive à réunir l'ensemble des héritiers et à les mettre d'accord sur le partage, soit le notaire arrive à réunir une partie des héritiers ou tous les héritiers, mais les héritiers ne sont pas d'accord sur le partage. À ce moment-là, le notaire établira un 2e document. Ce 2e document s'appelle un procès-verbal de carence. Et avec ce document-là, et celui qu'il a établi en premier lieu, c'est-à-dire l'acte de notoriété, vous allez voir un avocat. Si vous n'avez pas les moyens, vous demandez à l'avocat de travailler au titre de l'aide juridictionnelle s'il accepte. S'il n'accepte pas, vous en choisissez un qui accepte de travailler à ce titre. Eh bien, vous engagez une procédure devant le tribunal pour demander un partage judiciaire. Mais vous avez la possibilité de faire partager les biens de vos parents au lieu de rester dans la situation que vous venez de nous décrire. Oui, mais le notaire me dit, une des héritiers me dit que le notaire, ils ont dit qu'ils ont 2 ans pour faire le... Allô? Oui, je vous entends, monsieur. Ils ont dit que le notaire, ils ont 2 ans pour faire le droit de succession. Alors, monsieur, le notaire ne travaille que si vous allez le voir. Oui, mais là, je suis déjà parti chez le notaire. Voilà, alors donc tout ce que je viens de vous décrire, alors c'est vous savez, une procédure de liquidation de succession est extrêmement longue. Donc plus vous perdez du temps, plus vous attendez, et je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, plus vous attendez et plus le temps va être long pour pouvoir aboutir au partage. En revanche, si dès maintenant, depuis le décès de vos parents, vous voyez un notaire et qu'il a commencé à faire son travail pour aboutir soit à un partage amiable ou à défaut pour vous permettre d'aller devant le tribunal faire un partage judiciaire, eh bien, ma foi, vous aurez avancé dans le partage des biens de vos parents. Mais n'attendez pas qu'on vous dise, n'attendez pas, et puis il y a l'esprit qu'il faut attendre 2 ans. Non, monsieur, soyez actif, allez voir le notaire et faites ce qu'il faut pour sortir de cette situation. Et j'ai demandé à avoir le... Allô? Oui, je vous entends, monsieur. J'ai demandé à avoir le livret, la photocopie du livret de famille, ils ne veulent pas me donner non plus. Alors, ils ne veulent pas vous donner, mais vous avez le nom de vos frères et sœurs. Oui. Voilà, donc dans ces conditions, si vous avez le nom de vos frères et sœurs, vous avez leur adresse. Pas vraiment, parce qu'il y en a qui sont en métropole. Alors, donc, déjà, ce que vous avez, vous, faites convoquer ces personnes-là devant le tribunal, devant le notaire, pardon, et après, le notaire se chargera de recueillir les informations avec les autres héritiers pour pouvoir faire son travail. Et est-ce que c'est normal qu'il y a mon frère, il habite dans la maison, est-ce qu'il a le droit de rester dans la maison? Alors, ça c'est autre chose, monsieur. Si vous ne faites pas la démarche pour faire partager, votre frère pourra rester ad vitam aeternam dans la maison. Normalement, il ne peut pas le faire parce que le bien appartient à l'ensemble des héritiers. Mais maintenant, s'il n'y a rien qui est fait, il reste là, personne ne lui dit rien, il est content. Hein? Ah, d'accord. Donc, il faut faire ce qu'il faut auprès du notaire. Ok, c'est gentil. Je vous en prie, bonne soirée, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, bonne soirée, monsieur. Merci de Alors voilà, notre émission touche à sa fin pour aujourd'hui. Voilà. Donc on vous invite à nous retrouver mercredi prochain à partir de 19h40 sur Télécréole. Vous pourrez nous appeler pour poser vos questions. Merci, maître Setama. Plaisir. Merci, maître Morel. Merci à vous. Et bonne soirée, messieurs, dames. À mercredi prochain.
Amour au 62 00 et découvre des profils qui correspondent vraiment à tes attentes. Pour un chat sans tabou, envoie vite Amour au 62 00. Vous êtes artiste et vous voulez sortir votre propre disque? Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. Qui vous aime en secret? Envoyez secret au 7700. Serait-ce votre ex, ce bel inconnu ou l'un de vos amis? Envoyez secret au 7700, un astrologue vous éclaire. Secret au 7700. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour Michel. Bonjour Denise. On va parler du chocolat noir. Ah oui, alors ma chocolat petite noir. douceur du soir. Alors. Oh, pourquoi le soir? C'est le petit touche sucré après le repas. Attention, non, le chocolat noir à 100%. Oui, le vrai chocolat noir. Alors, vrai chocolat noir. Lorsque tu as une boulimie, oui. Lorsque tu as envie de te jeter sur du sucre, te jeter sur de la graisse sauvagement, oui. Eh bien, prends lentement dans tes mains, tes petits doigts, 2 carrés de chocolat noir. Mange les carrés de chocolat noir et regarde ce qui se passe après si tu as encore faim. Tu verras que tu n'as plus faim. Donc il va servir de coupe-faim, le chocolat noir. Non seulement ça, il dégage une hormone, plusieurs hormones. Une hormone pour le cerveau, les amoureuses ont besoin de chocolat noir quand elles sont tristes, que l'amour est parti. Aussi. Les veuves, le chocolat noir est la nourriture de la veuve, n'est-ce pas? Mais il y a une hormone dont ne nous a pas parlé notre collègue, qui est la gréline. Et cette gréline fait de coupe-faim. Donc, ça va servir de coupe-faim. On fait même des régimes amaigrissants avec le chocolat noir. D'accord. Donc, on a fait des études aux États-Unis, comme d'habitude, et on s'est aperçu qu'on pouvait maigrir en mangeant du chocolat noir et qu'on n'a pas faim. Donc, c'est un coupe-faim agréable. Plutôt agréable, qui fait clair, plaisir, qui fait plaisir. Qui fait plaisir, mais il y en a d'autres, on en parlera une autre fois. Alors moi, je dis toujours, quand on mange avec plaisir, ça ne fait pas grossir. Donc du coup, apparemment... Ah ben le plaisir, c'est le plaisir. Voilà. C'est indispensable à la bonne santé mentale et physiologique aussi. Bon, bah, très bien. Mais écoute, voilà. On va prendre la petite dose de chocolat et on se dit à bientôt pour le prochain clin d'œil bien-être. Au revoir, Michel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et à bientôt. La météo du jour vous est présentée par Parabole Réunion. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le mercredi 11 mars. Bonne fête à toutes celles qui se prénomment Rosine. À présent, les prévisions pour demain. La matinée est bien ensoleillée malgré la présence de quelques nuages, notamment de la Pointe-aux-Celles à Saint-Joseph. En cours de journée, les nuages deviennent plus présents sur les pentes du département. Au fil des heures, le ciel devient tout de même bien gris sur le nord-est, comme par exemple vers Takamaka. Des averses se produisent alors, mais elles sont faibles. L'ensemble du littoral conserve des éclaircies, souvent très belles. Le vent de sud-ouest est modéré à assez fort, avec des rafales de 60
60 à 70 km/h sur le nord-ouest de l'île et plus particulièrement de la pointe des Aigrettes au port et vers le sud-est sur la région de Saint-Philippe. La mer est agitée, une houle de sud de 2,50 m à 3 mètres déferle sur les côtes sud-ouest et sud-sud-est. Demain, nous serons le jeudi 12 mars. Les Justines seront à l'honneur. Le soleil se lèvera à 6h19 et se couchera à 18h36. Bonne soirée avec Télécréole. À demain.